Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre fidélité pour nos conférences du jeudi dans cet amphi Cavaillès. Alors nous continuons dans le cycle en cours, solutions environnement, et nous allons cette fois-ci nous intéresser à ce qui est devenu une problématique finalement, parce que vous êtes tous au courant que nous avons à la fois des propriétés privées et puis nous avons ce que nous appelons les espaces communs, ce qui dans le passé était appelé espaces communaux, mais qui tente à être difficilement gérable parce que le droit français ne laisse pas beaucoup de place à une gestion sereine de tout cela. Donc, comment est-ce qu'on peut concilier un usage collectif, commun, et la propriété privée et également l'environnement, puisque avec ce qui nous préoccupe amplement actuellement, à savoir les urgences écologiques, nous en sommes à nous poser comment est-ce qu'on peut relier tout cela, à se poser des questions, comment est-ce qu'on va pouvoir intervenir pour utiliser finalement nos espaces communs plus que nos propriétés privées pour protéger cette nature qui nous est chère, pour essayer de trouver des solutions écologiques. Et tout cela en droit n'est pas si facile que cela. C'est ce que va nous démontrer notre invité du jour. Mais avant de lui donner la parole, juste parce que j'ai peur d'oublier, à la fin de la séance, je vous rappelle que nous avons des sessions sur l'Ukraine à l'heure actuelle. Donc il nous en reste deux. Mardi prochain, le 10 mai, à 18h30 en amphi 3, nous parlerons de ce que savent les Russes. Et puis le lendemain, le mercredi 11 mai, mais cette fois-ci, attention, à 17h, nous parlerons langue et littérature à la croisée des chemins entre l'Ukraine et la Russie. Donc ne loupez pas, ce sera dans l'amphi 6, toujours ici au Patio. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons invité une doctorante, Marine Suils-Porte, qui est doctorante au sein de SAGE, c'est l'université, c'est le droit. Elle est doctorante en droit de l'environnement à l'université de Strasbourg. Dans ce cadre-là, elle mène une thèse sur les droits réels et la protection de la biodiversité. Donc vous voyez, on est totalement dans le sujet environnemental. Je ne vais pas être plus long, je vais lui laisser la parole pour nous expliquer tout cela. Merci, bonne soirée. Et n'oubliez pas, vous pouvez poser toutes vos questions à la suite de l'intervention. Merci. Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup. Alors, c'est bon, on m'entend bien? Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des alternatives à la propriété privée en prenant l'exemple des communs. C'est bon là, le micro? Oui? Ok. Bon, sinon je vais un peu hausser la voix. Et donc pour parler des alternatives à la propriété privée, avec l'exemple des communs, nous allons voir que face à la raréfaction des ressources naturelles, il devient nécessaire de penser à un modèle permettant à la fois une gestion rationnelle, un partage et une conservation des ressources. Autrement dit, parce qu'aujourd'hui, le droit de propriété privée reste le modèle dominant dans le système juridique, français à tout le moins, pour dépeindre les relations entre individus et environnement, il est possible de penser aujourd'hui un autre schéma de pensée, à savoir les communs, qui pourrait être mis en avant. Et donc c'est l'ambition que porte le concept de commun, qui pourrait remettre en question le rapport, notamment juridique, entre les individus et l'environnement, pour viser une meilleure gestion et conservation dans ce contexte de raréfaction des ressources naturelles. Et donc nous verrons, après avoir focalisé l'analyse sur les enjeux que suppose l'étude du droit de propriété, nous nous attacherons à définir le concept de commun, pour ensuite terminer la présentation par une série d'exemples. Donc, concernant les prémices historiques du droit de propriété privée, on va d'abord s'attacher à la situation avant 1789. À partir du XIIIe siècle, en Angleterre, se développe le phénomène des enclosures, donc, qui consiste stricto sensu à clôturer les terres. Et ce phénomène d'enclosure, qui se développe assez tôt en Angleterre, vise à accompagner la révolution agricole et à la favoriser. Marx a par ailleurs considéré que ce phénomène a permis l'émergence du droit de propriété sous sa forme moderne et est finalement l'origine du capitalisme. On assiste en effet à une mise en propriété des terres et il faut préciser que cette appropriation des terres emporte également
appropriation des droits qui s'y attachaient, comme par exemple, sur une parcelle forestière, le prélèvement de bois de chauffe, de tourbe, de cueillette de fruits, ou bien sur une prairie, la possibilité de faire paître des animaux. En France, à ce moment-là, la société féodale contemple un système de jouissance partagée qui distingue d'une part le domaine éminent et d'autre part le domaine utile. Alors le domaine éminent, il relève du seigneur, c'est-à-dire c'est ce qui lui permet notamment de percevoir des taxes, quand le domaine utile, lui, relève du vassal, qui lui permet par exemple une mainmise matérielle pour cultiver le fonds ou assurer une garde militaire. En France toujours, les physiocrates et agronomes poussent à l'adoption d'un système d'enclosure pour favoriser le progrès agricole, et on assiste alors au phénomène d'usurpation seigneuriale. Par exemple, sur certains bois, et ceci au dépend des droits d'usage qui en dépendaient. Et donc, in fine, le seigneur se retrouvera propriétaire exclusif, je mets des guillemets, vous verrez plus tard pourquoi, des droits d'usage dont les habitants sont désormais évincés. Mais cette organisation est perçue comme archaïque par les physiocrates, et donc ils vont militer pour la mise en place d'une économie politique où la liberté d'entreprendre et le droit de propriété privée ont une place de choix. Ils considèrent par ailleurs que les communaux, qui sont donc les biens que la communauté villageoise tient en commun, ne sont pas assez productifs et que la seule propriété privée permet une mise en valeur efficace. Cette situation où on sent que le curseur de la propriété collective se déplace petit à petit vers la propriété individuelle s'accentue au moment de la Révolution française. La Révolution, notamment avec les assemblées qui vont s'employer à généraliser les propriétés individuelles au détriment des propriétés communautaires de l'ancien droit. Dès lors triomphe la propriété individuelle, comme le montrent les articles 2 et 17. Alors, désolé pour le diapo. Donc, l'article 2 précise que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Donc, l'article 2 précise que c'est un droit naturel et en plus que c'est un droit imprescriptible. Et l'article 17 précise que la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Donc là, à nouveau, on a un droit inviolable et sacré. Donc inviolable, si ce n'est en cas d'appropriation publique, comme le précise l'article 17. Toujours dans ce mouvement, une loi en septembre 1791 prévoit la liberté reconnue pour le propriétaire de varier les cultures des terres. Donc, ils vont commencer à pouvoir faire un peu ce qu'ils en veulent. Et la libre circulation des biens est encore plus encouragée, puisqu'elle était très plébiscitée par les physiocrates. Et donc, on va s'acheminer vers ce pouvoir exclusif, comme le montre cette citation de Mirabeau, l'essence de la propriété est d'appartenir à un seul. Et donc ce pouvoir exclusif est détenu par chaque propriétaire. Il peut disposer en maître absolu de ses biens, de ses revenus et de son travail. Donc ce curseur qui se déplace petit à petit se poursuit et s'ancre davantage avec l'avènement du Code civil en 1804. Donc l'article 544 du Code civil, qui n'est pas modifié depuis 1804 et est toujours en vigueur, précise que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Donc on a un cumul de l'usus, du fructus et de l'abusus, et son importance est matricielle dans le droit, et comme le montrent ces différentes prises de position. Le tribun fort considère que c'est un droit fondamental sur lequel toutes les institutions reposent, la base de tout l'édifice politique. Les tribuns Grenier et Lahari considèrent que tout le Code civil n'est qu'un développement des règles relatives à l'exercice du droit de propriété. Et pour finir, Portalis, qui est un des rédacteurs du Code civil, lors de son discours de présentation des articles 544 et suivants, le décrit comme l'âme universelle de la législation, un droit inhérent à la constitution même de notre être.
Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? L'article 544, comme je vous l'ai dit, n'a pas été modifié, mais dans sa lettre originelle, il prévoit quand même des limitations, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Par la suite, des limitations interviennent, notamment dans l'intérêt de la collectivité ou même de l'environnement. C'est notamment l'essor du droit de l'urbanisme avec la mise en place du permis de construire. Un propriétaire ne peut désormais plus construire comme il veut, il lui faut obtenir au préalable un permis de construire. Aujourd'hui, il est même avancé que le droit de propriété, tant il souffre de limitations et d'encadrement par différentes réglementations, qu'il se définirait davantage par ces limitations. Mais comme le souligne le juriste François Terré, ce que la propriété a perdu en intensité, elle l'a gagné en étendue. Si l'évolution du droit démontre de nombreuses limitations et restrictions à l'exercice du droit de propriété, il n'en reste pas moins que son domaine s'élargit, comme le montre l'évolution de la propriété intellectuelle avec les brevets notamment. Ainsi, en dépit des limitations que ce droit connaît, il reste marqué par le paradigme individuel. En tant que condition à l'autonomie des individus, il s'exerce en fonction de la volonté de la personne propriétaire. Desmolombe, un important commentateur du Code civil, a considéré ce droit comme un despotisme complet, et plus précisément, le propriétaire qui cumule l'usus, le fructus et l'abusus détient un pouvoir important sur sa chose. Il peut en faire à peu près ce qu'il veut et exclure à peu près qui il veut de son exercice. Le juriste William Dross précise bien ce pouvoir sur la chose en détaillant l'abusus. Alors on aurait d'une part un abusus juridique qui permet de disposer de la chose et de faire apparaître sa valeur d'échange, donc au moment d'une opération juridique, c'est notamment l'exemple de la vente, mais aussi un abusus matériel qui permet de dégrader la chose jusqu'à la détruire. Je suis propriétaire de ma parcelle de terre, si j'ai envie d'abattre des arbres ou des haies, rien ne me l'empêche a priori. Se dessine alors ici la problématique qui nous occupe. Lorsque l'objet du droit de propriété est l'environnement, l'appropriation privative ne semble pas favoriser la conservation des ressources ni l'accès aux dites ressources aux personnes que le propriétaire décide d'exclure. En effet, certains comportements, tels que l'usage de pesticides, l'abattage de haies, de bocages ou de bois, menant à l'artificialisation des sols et à la destruction d'espèces et d'espaces naturels, sont le résultat d'une volonté individuelle, mise en œuvre grâce à l'exercice du droit de propriété. À cela, on pourrait opposer que la propriété publique serait plus utile pour protéger l'environnement. Donc la propriété publique concerne les biens publics, qui sont donc des biens appartenant à la personne publique. Ces biens appartiennent à la personne publique en raison de leur nature ou de leur lien étroit avec l'intérêt général. Ils ne sauraient être appropriés par un droit de propriété privée, et de fait, la propriété publique se distingue de la propriété privée, notamment parce qu'elle met en place un domaine privé et un domaine public. Je ne vais pas parler du domaine privé, ça ne nous intéresse pas ici, mais concernant le domaine public, qui est donc pour les usagers, la mise en place de ce régime-là suppose de mettre en lien ce bien-là avec un usage direct du public ou avec un service public. Ces affectations ne semblent pour autant pas satisfaisantes au regard de l'environnement. S'il est important de confier à l'État et aux collectivités territoriales ces biens-là pour leur production, leur distribution et leur gestion égalitaire, il n'en reste pas moins que certaines limitations, comme le relève Judith Rochefeld, sont problématiques, puisque des préoccupations telles que l'usage commun en sont absents, la gouvernance commune également, et la conservation ou la transmission, comme le suppose la problématique environnementale, sont également absents, ou en tout le moins pas essentiels. Et donc, dans ce contexte d'urgence écologique, comme l'a à nouveau montré le rapport du GIEC ou le rapport de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, l'IPBES, il faut alors se détourner du modèle dominant de la propriété vers d'autres organisations plus inclusives et propres à garantir la protection de l'environnement. Et donc maintenant, on va s'attaquer vraiment aux
concept de commun. Pour bien comprendre ce qu'est un commun, on va définir les notions que l'on peut parfois confondre, à savoir le commun. Donc les communs ne sont pas le commun, les communs ne sont pas le bien commun, et les communs ne sont pas non plus les biens communs. Le commun fait référence aux travaux des sociologues et philosophes Pierre Dardot et Christian Daval, qui dans leur ouvrage du même nom, le commun, mettent en avant la nécessité d'instituer une organisation sociale, d'autogouvernement, d'autogestion en vue de transformation sociétale. Le bien commun, quant à lui, se rapproche davantage d'une notion morale, voire religieuse. Elle est notamment employée par le pape François. Et les biens communs ne sont pas les communs, puisque les biens communs... donc cette expression-là a une forte connotation juridique en raison de la présence du terme de bien. En droit, un bien, c'est toute chose appropriée ou susceptible d'appropriation, c'est-à-dire que c'est toute chose qui est l'objet d'un droit de propriété ou qui est susceptible d'être couverte par un droit de propriété. Mais ce bien est qualifié de commun, ce qui laisse sous-entendre qu'il satisferait un usage commun. Il s'agirait dès lors de ressources auxquelles on accole, ce dont Judith Rochfeld, socialement et politiquement, l'idée qu'elles puissent servir un intérêt commun. Autrement dit, la perspective exclusive du droit de propriété au sens de l'article 544 ne semble pas constituer le régime juridique adapté. Les biens communs renvoient par conséquent à une série d'objets assez hétérogènes. On peut considérer, par exemple, que certains objets seraient par nature des biens communs, parce que l'usage devrait en être commun, par exemple l'eau, l'air, une rivière. Mais cette catégorie n'a rien d'essentialiste. Une démarche politique pourrait tout à fait considérer qu'un objet précis devrait revêtir cette qualification de commun en vue de lui assurer une protection accrue afin de s'assurer de sa transmission aux générations futures, comme c'est le cas d'une découverte scientifique. Ainsi, il s'agit de biens singuliers, les biens communs, car leur utilisation ne concerne ni une simple personne, ni un simple groupe de personnes, mais une population qu'il faudrait circonscrire. Et donc, il semble incompatible qu'ils fassent l'objet d'un droit de propriété exclusive. Et donc maintenant, on va parler des communs, enfin on y est. Donc les communs, il faut préciser que ce thème est empreint d'une charge idéologique assez importante. Il s'oppose d'une part à une logique libérale qui plébiscite le modèle de la propriété privée en tant que moyen de protection de l'environnement, comme l'a montré l'essai de Gareth Hardin, publié en 1968, La tragédie des communs. Donc dans son essai, le biologiste prend l'exemple d'un pâturage commun sans propriétaire. Il est mutualisé par des éleveurs qui souhaitent faire paître leurs animaux. Et dans son essai, il va démontrer comment ce pâturage connaît rapidement un épuisement inéluctable en raison des conduites individuelles. Dans son essai, Gareth Hardin entend prouver qu'il y a incompatibilité entre, d'une part, la propriété commune et, d'autre part, la durabilité des ressources. Il précise que l'appropriation privée serait dès lors le moyen le plus efficace pour conserver et protéger les ressources naturelles. Selon lui, le propriétaire se sent investi d'une responsabilité de son bien. Et de cette responsabilité découle une gestion permettant la pérennité. Par conséquent, toute appropriation collective, ou du moins utilisation collective, ne pourrait qu'entraîner un épuisement des ressources en raison de l'égoïsme des utilisateurs. Donc, si je résume, il faut, selon Gareth Hardin, une régulation des ressources pour limiter leur disparition, et cette régulation peut être d'origine privée, avec des droits de propriété privée, ou peut être d'origine publique, avec des réglementations étatiques, pour en assurer la pérennité. Face à ce point de vue assez pessimiste, Elinor Ostrom va proposer une autre lecture.
Donc Elinor Ostrom, politiste et économiste américaine, qui a eu le prix Nobel en 2009, contre la thèse de Garrett Hardin. Elle a une démarche qui est assez intéressante parce qu'elle va mêler à la fois l'histoire, la sociologie, la science politique et l'économie. Et dans son ouvrage Governing the Commons, elle dépeint l'étude de nouvelles formes d'appropriation dans une approche pragmatique. Elle remet ainsi en question le positionnement de Garrett Hardin dans sa démarche empirique, puisqu'elle remarque que les moyens de régulation qu'il avance, privés ou publics, sont toujours extérieurs aux utilisateurs. Et qu'en conséquence, on pourrait tout à fait penser qu'une régulation entre les utilisateurs pourrait intervenir. Autrement dit, si les utilisateurs du pâturage, les agriculteurs, remarquent un épuisement des ressources, ils vont certainement discuter entre eux et ils vont se mettre d'accord pour réaménager les conditions d'utilisation du champ. Elle se base notamment, pour montrer ça, sur des communautés de pêcheurs en Turquie, et elle montre que les interactions entre les groupes sociaux et la ressource participent tant au prélèvement de la ressource qu'à son maintien en vertu d'un système de règles. Et donc, dans sa théorie des communs, elle va montrer qu'ils se construisent sur 3 piliers différents. Donc, on aurait d'une part une ressource en accès partagé, d'autre part un système de droits et d'obligations, et d'autre part une structure de gouvernance. Concernant le premier pilier, une ressource en accès partagé, donc c'est ça, j'ai une petite super définition de Benjamin Correa. Donc un commun, ce serait des ensembles de ressources en accès partagé et collectivement gouvernées au moyen d'une structure de gouvernance assurant une distribution des droits et des obligations entre les participants et visant à l'exploitation ordonnée de la ressource, permettant sa reproduction dans le long terme. Si je reviens un petit peu sur l'existence d'une ressource en accès partagé, l'objet du commun est une ressource qu'il est difficile de s'approprier au sens matériel. En ce sens, l'objet du commun peut être un bien commun, comme on l'a défini tout à l'heure. Mais il peut aussi être toute autre chose. Par exemple, il y a des exemples de communs autour d'un système d'irrigation. Ensuite, on a le système de droits et obligations. Et cet aspect est assez intéressant, car il permet de dépasser le caractère individualiste de la propriété, en admettant une forme d'appropriation collective. Il faut alors circonscrire cette communauté, qui sera légitime à user de la ressource en question. Et il s'agit d'une conception permettant la distribution de droits indépendants. C'est le fameux bundle of rights, ou faisceau de droits. Cette conception essentiellement anglo-saxonne de la propriété n'empêche pas que l'on puisse s'en inspirer dans une approche plus inclusive de la propriété, à rebours de la vision portée par l'article 544. L'idée générale ici vise une approche distributive des prérogatives liées aux utilités d'un bien. Ostrom et Schlager dessinent une définition de la propriété décomposée en 5 droits différents. On aurait d'abord un droit de prélèvement, puis un droit d'accès, un droit de gestion, un droit d'exclure et un droit d'aliéner. Et il faut bien voir que ces droits sont répartis en 2 niveaux hiérarchiques. On aurait d'abord un premier niveau inférieur, dit opérationnel, qui concerne les droits d'accès et de prélèvement, donc les droits d'usage, et d'autre part un niveau supérieur qui serait celui des choix collectifs. C'est-à-dire que ce niveau supérieur vise à définir les règles appliquées au niveau opérationnel. Et donc, ce niveau supérieur de choix collectif comprend le droit de gestion, c'est-à-dire la définition des conditions d'utilisation avec éventuellement modification des modalités, vu l'état des stocks. Ensuite, un droit d'exclure, c'est-à-dire déterminer qui c'est qui va bénéficier des droits d'usage. Et enfin, le droit d'aliéner, c'est-à-dire la possibilité de vendre ou de céder les droits de gestion et ou d'exclusion. In fine, dans le bundle of rights, chaque personne, en fonction des droits qu'elle détient, va avoir une catégorie précise qui va dicter le régime juridique applicable. Donc, par exemple, l'utilisateur autorisé a seulement le droit d'accès et de prélèvement,
Le détenteur de droits d'usage et de gestion a seulement le droit d'accès et de prélèvement et de gestion. Le propriétaire sans droit d'aliénation les cumule tous, sauf l'aliénation. Et pour terminer, le propriétaire les cumule tous. Donc, comme je le disais, ça met en valeur et en lumière l'existence de différents régimes juridiques qui existent sur une même chose. Il n'y a aucune maîtrise absolue de la chose par un unique propriétaire, ce qui invite à réfléchir à d'autres types de rapports entre les individus et l'environnement. Et on ne peut penser qu'en des termes collectifs. Là où la propriété a été pensée à partir de l'individu, comme on l'a vu tout à l'heure, ces alternatives doivent s'ancrer dans des schémas beaucoup plus inclusifs et qui ne sont pas forcément la propriété publique. Et enfin, le troisième pilier, une gouvernance. Ostrom considère que la gouvernance renvoie à l'existence d'un cadre posant les conditions d'inclusion et d'exclusion, de la distribution des droits d'accès et de prélèvement, une surveillance des usages, ainsi que des sanctions en cas de non-respect des règles. Cette gouvernance est collective et elle est mise en place par les membres identifiés de la communauté. Dès lors, le modèle proposé par les communs, en tant que voie hybride, qui n'est ni une appropriation privée ni une appropriation publique, dans un contexte d'impératif de protection de l'environnement, est particulièrement intéressant. D'abord, l'idée de jouissance exclusive est ici proscrite. Une personne ne peut jouir de la ressource naturelle en fonction de sa volonté individuelle. Deuxièmement, c'est l'intérêt de la communauté qui doit guider l'utilisation de la ressource, pour que la communauté continue d'en jouir normalement. Ainsi, non seulement cela permet de perpétuer et assurer le maintien de la ressource pour que la communauté continue d'en jouir normalement, et aussi dans une perspective de transmission aux générations futures. Il apparaît dès lors que ce type d'organisation est à même de répondre à l'urgence écologique qu'implique la sauvegarde des ressources naturelles. Pour aller plus loin et en droit de l'environnement, on peut aborder le thème des communs naturels dont parle la juriste Marie-Pierre Camproux-Dufresne. Elle précise qu'un commun naturel est une entité systémique complexe qui pourrait se définir comme la représentation juridique du rapport au non-humain. Le commun naturel est composé de 3 éléments, un objet, une communauté et des relations. L'objet, selon l'objet dont il s'agit, on va parler ou bien de commun naturel universel ou bien de commun naturel territorialisé. Donc le commun naturel universel, ce serait la planète ou l'eau ou l'air, alors que le commun naturel territorialisé serait plutôt un lac ou une parcelle forestière. À côté de cet objet, c'est une communauté qui va pouvoir utiliser cet objet, cette communauté étant perçue de manière très inclusive puisqu'elle dépasse la distinction humain et non humain, elle correspond à l'ensemble de la communauté du vivant. Et enfin, des relations. Ces relations concernent les entités qui composent la communauté, qui sont en interrelation, ce qui permet l'articulation entre l'individuel et le collectif, et conformément aux interactions écosystémiques au sein de la communauté biotique. Selon l'autrice, le modèle des communs naturels permet d'ancrer le droit dans la réalité, laquelle réalité étant que l'on habite l'écosystème. Par ailleurs, l'approche inclusive permet à la fois de sortir de l'opposition humain et non humain que de mettre en lumière une convergence d'intérêts entre humain et non humain incarnée par le partage et la préservation de l'écosystème. Et donc, pour terminer, on va parler plutôt des exemples après avoir vu les aspects théoriques. Alors, une première illustration de commun est intervenue en Italie. En 2009, l'approbation d'un décret, le décret Ronchi, par le Parlement italien, prévoit la transformation des sociétés de gestion de services publics locaux en sociétés par action, ce qui supposait le transfert d'au moins 40% de leur capital à des entreprises privées. Parmi ces sociétés de gestion des services publics locaux, on retrouve les sociétés de distribution de l'eau. En réaction, une vague d'indignation importante se crée dans la société civile et la campagne
Aqua Bene Comune, donc au bien commun, mène à l'organisation d'un référendum abrogatif, donc c'est-à-dire un référendum qui, s'il est adopté, permettrait l'abrogation du dit arrêté. C'était un décret, pardon. Ce référendum abrogatif donc, est institué. Il faut préciser que pour qu'il ait lieu, il fallait 500 000 signatures, donc il y avait quand même déjà pas mal de gens qui étaient intéressés par ça. Et ce référendum, lorsqu'il a lieu, observe une participation assez importante. On a 55% de participation et pour un résultat de 95% en faveur du non. Donc 26 millions de personnes s'expriment contre la privatisation de l'eau. Cette revendication a été le moment pour faire émerger un nouveau rapport entre les personnes et les biens en dehors d'une logique de marché. La focale n'est plus sur le sujet propriétaire, mais sur la fonction que le bien doit remplir dans la société. Il faut bien voir que le référendum a rendu possible le passage du statut de bien marchand au statut de bien commun. Et de fait, la gestion de ce service et l'accès à cette eau ont été radicalement modifiés en excluant le profit qui était considéré en conflit radical avec la notion de bien commun. Et donc, dans ce contexte, c'est la ville de Naples qui a été la première ville en Italie à remunicipaliser son service de distribution hydrique grâce à une entreprise spéciale, ABC Napoli, qui est un organisme non lucratif géré par la commune. On entend par entreprise spéciale des institutions de droit public avec personnalité juridique dotées d'un budget autonome par rapport à la mairie, comme le précise le Code général des collectivités locales. Ainsi, ABC Napoli a pour but de gérer le bien commun qui est l'eau. Cette entreprise spéciale, elle est responsable devant les Napolitains, mais aussi devant les générations futures, qui est une considération qui est généralement systématiquement absente lorsque l'initiative est privée. Cette entreprise met également en œuvre de bonnes pratiques de démocratie participative en lien avec son devoir constitutionnel consistant à défendre les biens communs menacés tels que l'eau. Cette entreprise reprend les critères d'écologie, d'économie, d'efficacité, de transparence et de participation. Et enfin, est gérée de manière autonome. Au niveau de son fonctionnement, il y a un conseil d'administration qui comprend 3 membres avec un vote délibératif désigné depuis la société civile et 2 membres nommés par le maire. Il y a également un comité de surveillance qui comprend des représentations d'usagers et des représentants d'employés de l'entreprise qui va arbitrer les conflits entre décisions politiques et les usagers. On a donc une implication concrète des citoyens dans la gestion du bien commun qui est l'eau. Et donc, en ce sens, le commun, en exprimant cette forme particulière d'appartenance, peut être un rempart à la privatisation. Pour reprendre un des slogans durant le référendum, ni public ni privé, mais commune. Donc, Italie, laboratoire des communs. On a un autre exemple à Naples, avec l'ex-asilo. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a eu beaucoup de manifestations en Italie au moment du référendum de l'eau et surtout, il y a eu des occupations de sites culturels, de théâtres, etc. Parmi ces occupations-là, dans le cadre de ces occupations, en 2011, les occupants revendiquaient la culture est un bien commun. Et donc, dans ce cadre, l'occupation de l'ex-asilo, à Naples montre un exemple de commun urbain cette fois-ci. Après de nombreuses assemblées publiques et ouvertes et hétérogènes, la ville de Naples a reconnu effectivement l'ex-asilo comme un bien commun géré par une communauté ouverte et assigne à cette dernière un rôle d'administrateur collectif, garant tant de la vocation que de la durabilité du bien lui-même. Aujourd'hui, l'ex-asilo est un lieu de production culturelle. Il y a un cinéma, une salle de spectacle, une bibliothèque, des ateliers de couture, une galerie d'art. Et il est géré par des assemblées ouvertes à toutes et à tous. Les 2 exemples italiens que je viens de citer sont assez intéressants parce qu'ils permettent de repenser le rôle de l'État par rapport au développement des communs. Autrement dit, l'État doit-il s'effacer complètement pour laisser la place aux initiatives de communs d'émerger,
Ou au contraire, l'État doit-il rester présent et avoir un rôle plutôt d'accompagnant? Et si accompagnement il doit y avoir de la part de l'État ou des collectivités territoriales, quelle est la nature que doit prendre cet accompagnement? Faut-il fournir des moyens juridiques en offrant un cadre juridique propice au développement de ces initiatives? Faut-il fournir des moyens humains, des moyens techniques ou encore des moyens financiers? Et dernier exemple, alors ce n'est pas un commun, mais ça pourrait devenir un commun, c'est l'association Recrudescence. Alors, l'association Recrudescence est une initiative citoyenne dans le Puy-de-Dôme qui a vu le jour pour contrer l'exploitation forestière intensive. L'association est portée par des randonneurs, des ramasseurs de champignons et des constructeurs bois. Elle milite notamment contre les plantations massives de résineux sur le territoire et à sa gestion extractiviste de la ressource bois qui en découle. Son projet, c'est de laisser un patrimoine forestier riche, diversifié et vivant aux générations futures. Ainsi, elle vise à racheter des parcelles de forêt pour proposer une approche alternative de la sylviculture, sans monoculture, mais aussi sans coupe franche sur des cycles courts. Elle vise à mettre en œuvre des peuplements irréguliers d'essences forestières, des interventions humaines douces, le tout afin de montrer à quoi ressemble une approche plus durable du développement forestier, respectueux des paysages, tout en garantissant la structure forestière des sols, la régénération naturelle et l'épanouissement de la biodiversité. Cette initiative pourrait constituer à terme un commun. On a bien une communauté qui est présente et qui utilise la ressource, que ce soit le bois, les champignons ou seulement l'aspect récréatif dans le cadre d'une randonnée. En effet, la diversité des profils ayant créé l'association permet de retrouver certains aspects du bundle of rights dont on a parlé tout à l'heure. Certains individus prélèvent, que ce soit à des fins économiques, comme les constructeurs bois, ou bien à des fins vivrières, comme les ramasseurs de champignons, quand d'autres ont un usage réduit au passage, tel que les randonneurs. Le tout dans une perspective soutenable, dans la mesure où leur volonté est bien la transmission d'un patrimoine forestier aux générations futures. Mais l'absence de structure de gouvernance afin de décider de la gestion de la ressource fait que l'on ne saurait qualifier l'initiative de commun, mais selon les développements et les modes de prise de décision que cette communauté décidera, il pourrait en devenir un. Donc, vous l'aurez compris, à titre de conclusion, le concept de commun est particulièrement fécond et porteur de possibles transformations sociétales. Sa mise en œuvre peut être laborieuse parce qu'elle se heurte à l'institution que représente la propriété privée, mais ces approches en termes de protection de l'environnement, dans un contexte d'urgence environnementale, doivent nous permettre de dépasser ces obstacles. Je vous remercie pour votre attention. Bien, merci Marine. Maintenant, la parole est à la salle. Si vous avez des interventions à faire, des questions à poser, n'hésitez pas. Alors, qui se lance éventuellement pour une question? Oui. Je reviens un peu en arrière dans le début de votre présentation. Il était question de parler de communautés humains et non humains. Et ma question, c'est comment on décide d'une gouvernance avec des membres non humains d'une communauté? S'il est question de leur usage des ressources, tout ça, et de comment on les implique dans cette gouvernance. Alors, en fait, là, on ne peut pas forcément directement donner la voix à des entités naturelles avec lesquelles on ne partage pas du langage. Donc, je dirais d'abord, d'une part, que la vision écosystémique qui est portée dans le concept de commun naturel suppose de prendre en compte les recherches en éthologie et en biologie. Donc je pense que déjà une bonne base, c'est de connaître, de récupérer les connaissances scientifiques là-dessus pour considérer qu'est-ce qui est bon pour les animaux, qu'est-ce qui est bon pour certaines plantes, et de prendre en compte ces intérêts-là dans les prises de décision. Mais c'est vrai qu'en droit, les entités naturelles n'ayant pas de personnalité juridique et ayant seulement des intérêts, la détermination des intérêts de ces entités vivantes non humains reste un débat assez actuel en droit de l'environnement. Donc,
pour lui donner de la consistance, je pense qu'il faut se référer à des connaissances scientifiques, du coup. Et d'autre part, il y a quand même un terme qui est utilisé, mais pour l'instant, le droit s'en est pas trop emparé, mais ça pourrait aussi être une idée, je pense, de diplomatie et environnementale avec les espèces, qui permettrait du coup de lier les intérêts entre les différents membres de la communauté. Mais c'est pas du tout fouillé pour l'instant en droit. Donc ça demande à être travaillé. D'autres questions? Intervention? Non. Moi, j'ai une question qui fait un peu l'actualité en ce moment. C'est-à-dire que là, on est en train de parler des espaces communs, des communs. On voit apparaître de plus en plus, toujours sous couvert écologique, l'apparition d'énergies douces comme les systèmes de panneaux solaires éoliennes. Et là, on s'approprie des terrains qui sont des terrains privés, notamment les terres agricoles, en disant que vous sous-exploitez vos terres. Donc, on va aller mettre des ressources pour l'énergie, pour l'écologie. Donc, du coup, là, on revient à une utilisation des propriétés privées et on va peut-être s'écarter de cette idée d'aller plutôt voir les espaces communs. Il va y avoir des problèmes de droit aussi, à mon avis, dans ce sens-là. Alors, oui, en fait, l'implantation des énergies renouvelables, elle pose question sur la protection de la biodiversité parce que il y a un conflit parce qu'on considère que l'implantation d'une énergie renouvelable est censée répondre à un intérêt public majeur, et l'intérêt public majeur peut rentrer en contradiction avec l'environnement, notamment lorsque des espèces protégées sont sur ces parcelles-là. Donc là, dernièrement, il y a eu pas mal de projets éoliens qui ont été abandonnés grâce à l'absence d'intérêt public majeur pour les éoliennes, parce que ça a contrecarré la réglementation en matière d'espèces protégées. Donc de ce point de vue-là, le droit de l'environnement arrive un petit peu à faire face à la propriété et à avoir un rapport de force assez égalitaire. Donc je suis assez optimiste là-dessus. La réglementation des espèces protégées est assez forte sur ce point-là. D'autres questions? Oui, j'y arrive. Dans le cadre de l'environnement, je pense qu'il est quand même très important de donner une voix à des gens ou du moins à des éléments qui ne l'ont pas, tels que la nature, les animaux. Et la seule possibilité, c'est d'avoir des représentants humains qui les représenteraient et qui auraient valeur comme de décision par rapport à ces entités-là. Donc, Oui, ça me fait penser, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure pour votre question, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, le travail des associations de protection de l'environnement est vraiment essentiel parce qu'elles ont un intérêt à agir devant le juge, et l'intérêt à agir des associations de protection de l'environnement vise finalement à donner de manière indirecte une voix aux éléments qu'elles protègent dans le cadre de leurs activités tous les jours. Donc c'est des acteurs qui sont vraiment essentiels pour porter ces voix-là. Mais peut-être qu'on pourrait penser encore plus loin, ceci dit. D'autres questions? Bonsoir. Vous avez parlé, en répondant à notre camarade qui a posé la première question, par rapport aux relations avec le non-humain. Vous avez parlé de la loi, vous avez aussi mentionné la loi. Et est-ce que ce n'est pas seulement une question de loi, on va dire, pure et dure technique, mais pas aussi une question quasiment d'ordre spirituel? Et je m'explique. En anthropologie, il y a des travaux qui ont été faits, surtout en Amérique latine, en tout cas pour ce que j'en connais, de relations entre les humains et une entité géographique, par exemple une montagne ou un fleuve. Et là, pour le coup, il y a une connexion des humains, alors peut-être pas de tous, mais en tout cas de ceux qui seraient en connexion avec l'entité, avec une relation justement du lien de soins vis-à-vis de cette entité et qui prendrait soin en retour. Donc est-ce que ce n'est pas seulement une question juridique pure et dure, technique liée à la propriété privée, mais aussi une remise en question de la laïcité
enfin, je prends des mots pour aller très vite, hein, mais de cet ordre-là en tout cas, et avec une discussion qui aurait à avoir pour que si jamais c'est un modèle qui puisse être intéressant, au moins soit discuté et compris en tout cas par l'ensemble de la société. Alors c'est une bonne question parce que ça pose la question de est-ce que le droit doit réglementer les comportements des individus ou est-ce que c'est le comportement des individus qui implique des transformations dans le droit. Et donc je pense qu'il n'y a pas de réponse unique à donner sur ce point-là. En tout cas, par rapport à ce que vous avez dit sur les exemples en Amérique du Sud, effectivement, ils ont toute une tradition qui est beaucoup plus, qui est plus empreinte d'animisme que nous. Et ces conceptions-là sont visibles dans le droit, parce que dans les systèmes juridiques en Amérique du Sud, le droit de propriété n'a pas autant de force qu'en France, ou du moins en Occident. La nature et ses entités ont souvent la personnalité juridique. Donc c'est vraiment une conception de la nature qui est radicalement différente, et cette conception de la nature radicalement différente se voit en droit. Donc nous, avec notre tradition plus naturaliste qui oppose vraiment l'humain et le non-humain, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Je pense que le droit peut quand même être utilisé en tant que levier de transformation sociétale. Et justement, l'idée, c'est d'utiliser le droit et de le désanthropocentrer pour prendre en compte davantage les intérêts des entités non humaines. Et c'est ce que j'essaye de montrer dans ma thèse, c'est qu'en travaillant sur le rapport juridique qui existe entre les humains et les non-humains, qui relève essentiellement du droit de propriété, est-ce que d'autres droits qui seraient moins puissants, qui donnent moins de pouvoir à la personne, ne seraient pas plus à même d'impliquer une relation plus égalitaire avec le non-humain? Et pour finir sur la dernière partie de votre question, vous avez parlé de sensibilité et de lien et de spiritualité. Là, à nouveau, on se borne à des difficultés théoriques assez importantes en droit. C'est que le droit, il n'est pas pensé pour être compassionnel. Le droit, ce n'est pas censé être une science d'affect. C'est plutôt une science qui se veut froide. Alors là, à nouveau, ça peut être remis en question. Et de penser le droit dans une perspective plus rationnelle et plus émotionnelle pourrait aussi ouvrir vers des considérations au non-humain plus ajustées. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien... Ok. Apparemment. D'autres questions? Oui. C'est une question qui rebondit après les derniers exemples que vous avez montrés. Au final, qui décide qu'une gouvernance revient au commun, in fine? Est-ce que c'est Excusez-moi, j'ai pas entendu. Comment ça se décide que la gouvernance d'une entité ou comme de l'eau dans la ville de Naples revient au commun? Et est-ce que c'est l'État qui se met en retrait et qui dit OK, c'est telle entité qui gère, ou est-ce que c'est juste le propriétaire initial qui laisse sa propriété à un commun du coup et ça fait que ça marche comme ça? En fait, je pense que ça peut être les deux. Okay. Je pense que les exemples italiens, ils nous montrent bien comment en fait, l'État a finalement un peu accompagné et après a donné un vrai cadre juridique. En tout cas, pour l'ex-asilo à Naples, c'est ça. Enfin, la ville a finalement complètement donné la gestion de ce lieu à la communauté. Donc, elle s'est finalement complètement sortie. Mais à la base, elle était quand même présente et c'est elle qui a donné un peu une caution juridique à l'existence de cette émanation citoyenne. Mais en même temps, d'autres initiatives où en fait on va essayer de détourner le droit de propriété, c'est qu'on va se dire si c'est un droit qui est aussi fort et qui me donne un pouvoir qui est tel, alors autant se servir de ce pouvoir-là pour récupérer du foncier et ensuite faire un peu ce qu'on en veut dessus. Et c'est l'initiative donc de Terre d'Essence, mais c'est aussi l'ASPAS, l'association de sauvegarde et de protection des animaux sauvages, qui essaye de faire ça dans le Vercors notamment. Ils rachètent du foncier pour créer des espaces en libre évolution pour les espèces. Et donc là, en fait, on ne peut rien leur dire, ils sont propriétaires. Donc il y a un peu les deux. Donc c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas condamner complètement le droit de propriété. Si on arrive à s'en servir de manière maligne pour juste, dans un premier temps, récupérer du foncier et un peu en termes de transition pour ensuite ouvrir vers des conceptions plus inclusives, ça peut aussi être une bonne stratégie. D'autres interventions?
C'est pour revenir avec l'intervention sur l'Amérique du Sud, qui avait un rapport particulier avec la nature. Mais dans les faits, dans certains pays, ça n'a pas l'air d'être du tout le cas. Au Brésil, par exemple, il y a des kilomètres carrés de forêt toutes les secondes qui disparaissent, souvent sur des conditions ça demande de droit de propriété. Oui, oui, après, c'était une remarque assez globale. Disons que l'héritage des peuples autochtones en Amérique du Sud est plus prégnant et peut-être un peu plus présent dans les esprits, ce qui suppose un régime juridique qui doit plus prendre en compte les non-humains. Mais évidemment, ça n'empêche pas que des considérations économiques, comme au Brésil avec de la déforestation, vont contrecarrer ça. Donc oui, effectivement, ce n'est pas non plus la solution à tout. Bien, alors ma foi, on va arrêter là pour aujourd'hui. Merci encore à Marine Sulsport pour son intervention. Merci beaucoup. Et bon courage pour mettre en place tous ces droits. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'un observatoire vosgien qui est vu comme une véritable sentinelle environnementale. Je pense que plusieurs d'entre vous connaissent ce lieu, ça s'appelle Aubure, et on aura l'intervention de Marie-Claude Pierret. Voilà, d'ici là, bonne semaine et à bientôt. Merci.